Et cette semaine, on est de retour parce que j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'énerve du plus profond de mon cœur, vraiment du plus profond de mon cœur, le fameux bocal de déchets annuel qu'on nous présente comme étant le succès du mode de vie zéro déchet. Mais pour moi, ça, c'est une utopie et aujourd'hui, on démystifie ça avec vous. Pourquoi je considère le bocal comme de la grosse bullshit? Eh bien, on peut-tu se dire que tous et chacun que le bocal, c'est pas la réalité de tous les jours, c'est pas notre réalité quotidienne dans notre travail avec nos enfants, lorsqu'on se balade, etc. Hein? On peut-tu être d'accord là-dessus? C'est quoi le bocal de déchets que l'on fait et que représente le contenu de nos poubelles? Donc, la semaine dernière, je vous ai montré ma poubelle, vous avez vu son contenu, je vous ai parlé un peu de mon recyclage, mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler des 14 tonnes annuelles de déchets que vous ne voyez pas que je produis et que chaque individu produit. Donc, c'est quoi les déchets invisibles? Les déchets invisibles, ce sont tous les déchets qui sont produits dans le cycle de vie d'un produit. J'en parle en conférence, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous en parler ici dans cette vidéo-là parce que je pense que c'est super important. Parce que les déchets invisibles contiennent quand même près de 14 tonnes annuelles par individu, donc c'est pas rien. On parle des déchets agroalimentaires, on parle des déchets industriels, on parle des déchets qui sont liés à la municipalité. Puis si vous vivez en appartement et que vous n'êtes pas propriétaire, les déchets que votre propriétaire fait, ils ne sont pas dans votre bocal non plus. Donc forcément, s'il y a des rénovations à faire, s'il y a un toit à changer, s'il y a une tank à eau chaude à changer ou peu importe, s'il y a quelque chose à réparer, c'est votre propriétaire qui va l'assumer. Donc, est-ce que c'est dans votre bocal? Non. Pourtant, ces déchets-là, ils existent quand même. Dans le cycle de vie d'un produit, on parle aussi des déchets et de leur provenance. Donc, d'où provient cette fameuse barquette d'orange que j'ai achetée? La barquette d'orange, est-ce qu'elle vient des États-Unis ou elle vient d'Espagne? Si elle vient d'Espagne, à titre d'exemple, elle a voyagé où? Elle a été là-bas très emballée, elle a été transformée d'une certaine façon dans le sens qu'elle a été traitée pour le transport. Ensuite, elle se promène en bateau jusqu'à vous, elle est transportée jusque dans les centres de distribution où elle est séparée, réemballée, et une fois qu'elle est réemballée, elle arrive dans les supermarchés et dans les marchés en général, et vous ne voyez pas les déchets plastiques, carton, de bois, etc. qui sont liés à tout ça parce que vous voyez simplement une orange en vrac sur l'étalage. Pourtant, cette orange en vrac-là, elle est arrivée avec une tonne de déchets au préalable dont vous n'avez aucunement conscience. Donc, c'est pourquoi que parfois, lorsque moi je viens à acheter quelque chose, souvent je me dis, je vais acheter la caisse déjà d'orange, déjà tout faite, parce que anyway, cette caisse-là ou l'autre, c'est la même caisse. C'est juste que dans le comptoir de vrac, on a pris une caisse qu'on a vidée pour vous le servir. C'est pas le cas partout, c'est pas le cas pour tous les produits, mais c'est le cas pour beaucoup de produits qui sont transformés. Donc, c'est pourquoi vous devez avoir un œil vraiment aiguisé, puis vous devez réfléchir à chacun de vos achats si vous voulez réduire vos déchets au maximum. C'est pour ça qu'on dit que le zéro déchet, c'est un mode de vie, puis que le bocal, c'est une utopie. Parce que le bocal, c'est juste vous. Et qu'est-ce que vous faites? Mais ça n'inclut pas tout le reste qui s'est produit avant que ça arrive dans vos poches. Le greenwashing, ça inclut aussi la publicité. Vous y pensez peut-être pas, mais à chaque fois que vous achetez un beau produit qui provient de quelque part, vous achetez une forme de publicité. Donc, la publicité, elle génère énormément de déchets elle aussi. Et ça, c'est pas dans votre bocal. Donc, si vous décidez d'acheter par exemple une pâte à dents de marque Crest, parce que vous dites c'est bon pour mes dents, probablement que cette pâte à dents-là, elle a subi une série de frais publicitaires qui engendrent énormément de déchets papier, de déchets électroniques, de déchets postaux, de déchets plastiques, de déchets au niveau pétrolier aussi avec les rencontres, les meetings, etc. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, j'ai déjà travaillé dans la pub. Donc, tout ça, c'est pas dans votre bocal non plus. Donc, lorsqu'une compagnie s'assied autour d'un bureau pour essayer de fabriquer un nouveau produit ou vous intéresser à vendre un produit, premièrement, ils ne sont pas là nécessairement pour vous dire « on va faire de l'argent avec ces astuces de tata-là », mais ils sont surtout là pour essayer de trouver une façon de répondre à la demande tout en voulant vendre encore leurs produits. Et des fois, la demande, c'est les fameux produits qui vont être vendus prochainement en partenariat avec Loop.
Donc, Unilever, PGE, etc. se sont rassemblés pour faire des produits de type zéro déchet pour répondre à la demande des gens qui sont zéro déchet. Mais le contenu de ces produits-là reste quand même le même, soit des produits qui peuvent être nocifs pour l'environnement, comme le phosphate ou encore les triclosanes. Donc, c'est pas magique, c'est pas parce que l'adage est zéro déchet que c'est nécessairement éco-responsable. Et il faut démystifier la question entre l'écologie et le mode de vie zéro déchet qui des fois ne peuvent pas fitter du tout ensemble, très honnêtement. Alors le terme zéro déchet, ça provient de où? Est-ce que ça a été inventé par B.A. Johnson en 2014, vous pensez? Malheureusement, non. B.A. Johnson n'a rien à voir avec le terme zéro déchet. D'ailleurs, cette expression-là a été utilisée dans les années 76 par le gouvernement Trudeau au Canada, dont le célèbre livre La poubelle au régime que je vous présente présentement à l'écran. Donc, ce livre-là a été sorti en 1976. Il provient de Énergie, Mines et Ressources Canada, qui est l'ancêtre de plusieurs ministères qui aujourd'hui sont de d'autres noms dont je ne me rappelle pas par cœur. Mais dans ce livre-là, on nous montre comment économiser énergie et argent en gaspillant moins. À l'intérieur de ce livre-là, on nous donne même des façons de faire du pushing envers les entreprises pour qu'ils cessent de nous bombarder de publicité, de leurs déchets et de cochonneries. Ils nous en donnent plein. On ne parle pas d'une Bible de 236 pages ou de 300 ou 1000 pages. On parle d'un petit livre qui contient moins d'une centaine de pages. Donc, à peu près une centaine de pages pour nous donner la majorité des informations qu'on a besoin pour réduire nos déchets. C'est quelque chose qui est facile et c'était distribué dans les foyers où, à l'époque, on produisait un peu plus de 1600 livres de déchets par personne annuellement. Donc, le recyclage n'était pas encore au goût du jour, on s'entend, il y avait quelques dépôts de carton et de verre, mais c'était excessivement difficile de recycler à cette époque-là, alors on nous avait donné des trucs pour réduire nos déchets. À l'intérieur de ce livre-là, on nous donne également 12 manières de réduire nos déchets et la quantité de déchets chez nous, et ça inclut même les déchets invisibles. Premièrement, on nous invite à faire, comme je vous disais un peu plus tôt, d'envoyer des lettres massives vers des entreprises pour cesser de faire ça et même de s'abstenir. Donc, première règle, abstenez-vous, réfléchissez avant d'acheter quelque chose. En avez-vous vraiment besoin? Pouvez-vous vous contenter de ce que vous avez déjà? Ça, c'est la première chose que nous invite à faire. Ensuite, on nous invite à examiner l'empaquetage pour s'assurer qu'on puisse le réutiliser, d'éviter de se servir d'articles à jeter, de choisir de préférence les récipients réutilisables, d'acheter des produits qui vont durer, de réparer au lieu de jeter, de conserver les petites choses qui font les grandes économies, donc les papiers d'emballage, les rubans, les ficelles, les élastiques, les attache-feuilles, etc. Donc réutiliser. Au lieu de jeter, on nous invite à donner, d'acheter d'occasion, de louer, de partager, de préparer notre compost. On a même une section qui nous dit comment faire un compost adéquatement en ville. Porter certains déchets au dépôt de recyclage, l'ancienne façon de recycler pour ceux qui l'avaient. Et bien sûr, d'acheter des produits faits de matière recyclée. Donc, c'était un bijou et ça a été créé en 1976. Donc, c'était tout pour moi pour ce petit vidéo qui fait une petite parenthèse sur l'utopie du bocal. J'espère que vous avez vraiment apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous a appris des choses. Si vous êtes intéressé par le sujet du greenwashing lié au zéro déchet, ça va me faire plaisir de vous en parler beaucoup plus parce que c'est ma spécialité, c'est le sujet que je traite énormément en conférence, donc vous êtes les bienvenus. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et venez sur mon blog Tendance Radie. J'ai cet article-là décrit avec beaucoup plus de détails et bien sûr mes sources complètes. Et suivez-moi sur Facebook et sur Instagram. Et on se revoit dans une prochaine vidéo sur le blog de la chaîne Tendance Radie.